Vous connaissez Cannes? J'y suis allé en colo quand j'avais 7 ans. J'étais sûr que vous étiez l'homme de la situation. Oh, Cannes, c'est chiant, mais c'est chiant, je vous le dis. C'est beaucoup mieux à Cabourg. Ouais, il y a un petit côté Dalida. Oui, c'est vrai. J'aurais fait l'amour avec un gros signe. C'est calme. Je vous parle de solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes en D'abord, il n'y a aucun film bien. C'est tous des merdouilles. Ah non, j'y vais pas à Cannes. Mais oui. So, the Palme d'Or goes to... Bonjour, vous écoutez La Perche est à Cannes, la capsule cannoise de La Perche est dans le cadre. Et ce soir, pour cet épisode numéro 3 de nos débriefs quotidiens, je suis avec Yuri, Valentin et Félix Commière. Et Imen, tu es arrivée aujourd'hui. Est-ce que tu es contente de ton arrivée sous ce ciel un peu plus pluvieux? Alors, ciel un peu pluvieux, film un peu pourri, donc on a hâte d'être à demain. Voilà, globalement. On était hyper enthousiastes hier, et puis là, je crois que c'est la petite, j'allais dire descente d'organes, c'était un peu fort, mais quoique. En compète officielle, aujourd'hui, on a vu Eddington, le film d'Ari Aster, qui était quand même excessivement attendu. Alors, on rappelle peut-être, enfin, si jamais vous voulez savoir ce qu'on pense du film d'Asfia Herzi, on le voit demain. Donc, enfin, aujourd'hui, pour vous qui nous écoutez ce matin. Donc, vous aurez le débrief demain sur le film d'Asfia Herzi. Voilà. Exactement, effectivement, tu fais bien de le dire. Donc, en compète officielle, je disais, on a vu Eddington d'Ari Aster. Pour le pitcher assez rapidement, c'est l'histoire de Joe, interprété par Joaquin Phoenix, qui joue un shérif dans la petite ville d'Eddington. Au Nouveau-Mexique, pour être très précis. On est en plein dans la crise Covid, et au début du film, ce shérif, visiblement, n'a pas envie de porter le masque alors que c'est une nouvelle directive. On est en période électorale. Le maire sortant, interprété par Pedro Pascal, se représente. Lui, visiblement, a très envie de faire appliquer cette politique Covid à la lettre. Et le début du film, c'est donc le personnage du shérif qui décide de se présenter contre le maire à cette élection. Et on peut dire que c'est une sorte de western contemporain. En tout cas, c'est comme ça que ça se présente au départ. En tout cas, c'est complètement western dans les codes que ça parodie même, et même musicalement. Enfin, tu sens que ça l'amuse de singer le western dans cette petite ville du Nouveau-Mexique. Je vais peut-être commencer effectivement par dire, avant de te donner la parole, Félix, que j'ai fait volontairement un pitch très simple du film. Parce que le film est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Pour ne pas dire fouillis. Ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de storylines qui sont un peu avortés en fait par moments à la moitié du film. Moi, j'avoue que je suis très fan du travail d'Ari Aster. En tout cas, de ses premiers films. Hérédité, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Midsommar, on est presque pas loin. Boys Afraid, je trouve qu'il y a vraiment des qualités et que même si il prend une tangente qui suit complètement avec Eddington, qui à mon avis le désolidarise d'une grande partie de son public, je trouvais qu'il y avait quand même une cohérence en fait dans son projet, qui fait que du coup le film m'avait impacté émotionnellement. Et là, le problème, c'est que je n'ai rien compris. Et je pense que c'est un peu voulu, peut-être qu'il parasite volontairement son film, qu'il essaye d'en faire un espèce de film comme si on scrollait sur un feed TikTok et en fait, toutes les 10 minutes, il y a autre chose qui se passe et plein d'intrigues et machin, parce que tout l'objectif, c'est évidemment de faire une espèce de comment dire, un pastiche en fait de cette société. C'est un concentré de tous les fantasmes les plus glauques de l'Amérique contemporaine, globalement. Ouais, en tout cas, c'est ça le projet. C'est le Covid, c'est le complotisme, c'est tout ça. Mais c'est également le pendant. Black Lives Matter, et voilà. Tout un tas George Floyd, tout ça. Le clivage social entre la droite et la gauche, machin. Et pourquoi pas, moi je trouve ça déjà toujours un peu pète gueule de faire des films qui directement parlent notamment du Covid, qui a été quand même, je pense, un événement très marqué dans la tête des gens. On l'a tous vécu d'une certaine manière, et même si je pense qu'il va falloir qu'on s'en sente pas, enfin que le cinéma s'en empare à un moment donné, je trouve que en fait très vite tu peux tomber dans en plus comme c'est une comédie, dans des blagues qui sont un peu attendues, qu'on a déjà un peu tous vues sur les réseaux, et je trouve que c'est un petit peu le cas en fait, mine de rien. Je trouve pas très pertinent en fait sur tout ce qu'il essaye de nous raconter en fait de cette Amérique là. Il y a un peu un côté, on dirait un mauvais cartoon en fait, un épisode des Simpsons ou ce genre de choses, mais qui, je trouve, reste très en surface en fait sur tout ça. Et après, sur les personnages directement, moi j'avoue que je les ai pas compris du tout. Le personnage de Joaquin Phoenix, je sais pas complètement ce qu'on essaie de me raconter vraiment avec lui. Est-ce que c'est plus ou moins une espèce de proto-Trump et on essaie de me faire une espèce de figure un peu détournée de ça? Peut-être, mais bon, est-ce que c'est vraiment très intéressant? Est-ce qu'il creuse? Non. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il a toute une galerie de personnages qu'il essaie de faire vivre aussi, et plein de sujets, mais qui finissent
finit par pas vraiment traiter. Donc ouais, moi je suis resté très extérieur vraiment à ce Eddington, alors que j'aime le travail d'Astor, et même d'un point de vue filmique, moi j'ai un gros problème, c'est que la ville d'Eddington elle est jamais filmée. Et du coup je sais même pas ce que c'est en fait cette ville là. Et ça en fait mine de rien, quand tu fais un western, je veux dire mon gars, en fait le western, le but c'est quand même un peu de filmer l'espace quoi. Et donc même si évidemment il y a beaucoup de courses locales, en tout cas de mettre en scène des endroits qui viennent des icônes de la construction du mythe des États-Unis en fait. Ouais, mais en fait, c'est pas ça qui l'intéresse. Parce que vraiment, foncièrement, moi j'y reviendrai, mais je pense que ce qui l'intéresse, c'est son personnage central. Il est très fidèle à son personnage central en fait. C'est un film de point de vue vraiment profondément, et je pense que ça l'invite à pas filmer les grands espaces. Et en même temps, il te met, tu vois. Pas forcément les grands espaces. Dans le western aussi, t'as la ville, t'as les trucs, t'as le shérif. Il y a quand même beaucoup de tropes qui viennent. Ça s'appelle Eddington. J'aurais bien aimé pouvoir cartographier la ville. Oui, ça s'appelle pas Joe Cross shérif quoi. Parce que quand même, on est focus sur Joaquin Phoenix. Je veux dire, c'est le shérif d'une ville. Il veut représenter justement cette ville, et cette ville dégénère parce qu'il y a des cette ville représente les États-Unis en général. Pour sentir l'oppression et la grande dégénérescence justement de cet espace, j'ai besoin de le voir. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment un grand oublié qui moi personnellement m'a gêné. Et après le dernier petit truc, c'est que justement il essaie de faire référence au western, et notamment parce qu'il y a la présence justement d'Amérindiens qui sont des espèces d'inspecteurs flics en fait, parce que justement la ville de Eddington est à la frontière d'un territoire justement des natifs qui s'appellent les Pueblos dans le film. Ouais. Et ça c'est pareil en fait, c'est juste là parce qu'il veut faire référence à, mais il le traite pas non plus. Enfin, je trouve qu'il y a, il met plein de trucs dans son film, pourquoi pas, mais maintenant il faut essayer de raconter une histoire quoi. Donc je pense qu'il y avait un grand film à faire, à mon sens il le fait pas, et du coup moi j'en sors très frustré. Et surtout les Amérindiens, ça arrive extrêmement tardivement dans le film, et je trouve qu'il y a un peu un côté film à couche. Ça commence par ça. Oui, ça commence par ça, mais ça disparaît pendant très longtemps, et on y revient assez tard. Après, j'allais dire sur le côté western, il y a quand même un truc qui m'a fait vraiment marrer, c'est le fait que du coup, dès le début, il y a un côté duel de western avec ce shérif et le maire, parce qu'il y a les distanciations Covid, et du coup, ils se parlent à plusieurs mètres, et ça donne un espèce de côté duel de western. J'avoue, je trouve ça un peu rigolo. Yori, t'étais à côté de moi dans la salle, tu n'as fait que soupirer. Mais vraiment que soupirer. C'est pas bien de balancer comme ça les gens. Mais c'était vraiment... Non, mais le type a passé une séance effroyable, disons-le. En fait, je n'ai pas compris pourquoi je regardais ce film. C'est-à-dire que vraiment, en fait, j'étais même pas énervé. Ça m'arrive d'être énervé par des films, surtout dans le cadre de ce festival où parfois je trouve qu'on me sert... Tu dors pas assez aussi. Non, mais enfin, je trouve qu'on me sert des œuvres qui n'ont pas à être là. Moi, je pense que c'est les 7 cafés par jour, ça te réussit pas. Et mais vraiment, je me fais outer sur plein de trucs, c'est pas sympa. L'addiction à la caféine, c'est un vrai problème, parlez-en. Non, je dis juste je pense que le divorce entre Ari Aster et moi est consommé quoi. C'est-à-dire que on s'était fâché avec Boys Afraid, mais je comprenais encore un peu le projet, donc on avait une cohabitation franche et amicale. On se disait bonjour, au revoir, mais on se parlait pas pendant la journée. Là, je pense qu'on vit plus dans le même monde. Voilà, il y a un truc où je comprends pas le projet. T'es à Pueblo, il est à Eddington. En fait. Ouais, vraiment, je capte pas ce qu'il a voulu faire. Parce que vous avez jamais été colocataire. Je sais pas s'il faut te le Non, mais en fait, je tente une métaphore que moi je trouve assez habile, et t'es en train de me la niquer. Bon, merci, super, bravo la solidarité. Non, je suis assez consterné en réalité par le film. Il est pas énervé, mais il est consterné. Parce que je le trouve en fait. Assez en retard par rapport à beaucoup d'autres trucs. J'ai vu d'autres films sur des sujets similaires plus pertinents. Under the Silver Lake quand même, auquel vous avez mentionné The Curse, ou The Curse, la série Nathan Fielder. Il y a quand même des choses qui sont passées par là qui sont un petit peu plus. Et en fait, moi il y a un truc, le film démarre en plaçant vraiment son film pendant la crise Covid, et dès que le film commence, je dis putain, c'est vraiment daté quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc où dès que tu le mets en 2020, j'ai l'impression que, alors que c'était il y a 5 ans, j'ai quand même l'impression que le monde a fait des bonds en avant dans le mauvais sens depuis, et que en fait me parler du fait que c'était le bordel il y a 5 ans et que les gens ont un peu viré complotistes parce qu'ils ont traîné sur TikTok pendant 2 mois, j'ai l'impression que t'arrives un peu après la bataille et que d'autres gens ont des choses à dire peut-être un peu plus pertinentes sur le sujet. Et donc, moi j'ai vraiment juste passé une séance pénible, parce que, encore Boys Afraid, j'ai compris la descente aux enfers psychiques de ce personnage, et même si le film est éreintant et que moi j'ai beaucoup de trucs à lui reprocher, il y avait en effet, comme tu disais Félix, une cohérence dans le projet. Là, en effet, alors moi ça m'a fait le sentiment, attention, deuxième métaphore, d'être sur un groupe WhatsApp dans lequel personne ne parle, sauf un mec qui envoie des mèmes toutes les 10 minutes. Mais toutes les 10 minutes. On est tous quelque part coincés toutes sur toutes les 10 minutes, ce mec t'envoie des mèmes et t'as pas envie de les voir. Tu les as déjà vus, et c'est pas des mèmes très rigolos. C'est-à-dire que moi, les mèmes sur Black Lives Matter,
au début, voir la petite étudiante blanche privilégiée dire plus royaliste que le roi, quoi. Oui, être plus royaliste que le roi et dire en fait je n'ai pas à prendre la parole, d'ailleurs je vais me taire après avoir pris la parole. Bon, c'est un peu rigolo une fois. Ça, c'est le garçon qui le fait. Oui, c'est lui qui le fait, mais elle est un peu, elle dans est le dans la même mood. pensée. Ah, ils le font 2 fois? Ah oui, d'accord. Mais en fait, t'as 16 fois la vanne. Enfin, vraiment, t'as un truc où, au bout d'un moment, genre, coupe des trucs. Et du coup, en fin de compte, j'avais l'impression de voir un film des frères Cohen pas bien, qui aurait été fait par quelqu'un qui adore les frères Cohen, mais qui a pas compris pourquoi c'est drôle. Et du coup, c'est juste très décevant, même si, après Boys of Fred, moi, j'étais déjà un petit peu parti faire mes valises ailleurs, quoi. Valentin, je crois que tu es un peu plus positif sur le film. En tout cas, c'est un film qui t'intéresse, Eddington. Oui, et puis d'autant, vu ce que j'entends, j'ai envie de le défendre. Mais en fait, je trouve que c'est intéressant parce que... Hein? Vu ce que tu entends. Ce que tu entends. Ce que j'entends par les horreurs. Non mais t'as juste envie de te marier avec Ari Aster. T'es jaloux en fait... du divorce de Yuri. Non, il veut récupérer son ex. J'aurais adoré divorcer d'Ari Aster parce que au bout d'1 heure de séance, je me suis tourné vers toi en me disant j'ai l'impression d'être sur Twitter depuis 1 heure, c'est désagréable. Et effectivement, la première heure, elle est épileptique dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que il y a plein de ce que vous avez décrit de micro-messages, de thématiques sociales qui sont comme ça appliquées comme ça et puis de manière blafarde et hyper frontale. Mais en fait, au bout d'un moment, à l'inverse de Boys of Fred, qui est une longue déliquescence pendant 2 heures après les premiers 3 quarts d'heure qui sont vraiment une espèce de court-métrage, après c'est le bordel et tout, ça ne fait que dériver. En fait, le film là dérive pas parce que le personnage principal prend l'initiative de renverser le film. Et là, je pense que je me suis rendu compte progressivement pendant le film qu'en fait, c'était vraiment un film sur la psyché de ce personnage, que c'était vraiment un film. Pas un film sujet, c'était un film vraiment où qu'est-ce qui se passe si on entre dans la tête d'un mec qui est complètement fêlé, qui va porter avec lui un certain nombre de scories de l'époque, qui va en colporter d'autres, parce qu'au-delà des thématiques sociales qui sont omniprésentes, il y a aussi une histoire individuelle de ce mec par rapport à sa femme, et on laisse quand même sous-entendre beaucoup vis-à-vis de lui qu'il s'est engagé en politique entre guillemets, et que toutes ses convictions factices ou non viennent du fait qu'il ait des problèmes avec sa meuf, donc je trouve ça intéressant et c'est le cas pour quasiment tous les personnages qui tiennent des propos politiques dans le film, donc je trouve que c'est assez intéressant d'un point de vue de la mise en scène. En fait, moi ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que quand il a envie de faire un truc efficace, linéaire, narratif, il peut très bien le faire et il éclate 99% du game. Oui, non, mais il reste brillant le monsieur, on est d'accord. Il y a 3-4 séquences qui sont brillantes. La séquence de fusillade, elle est très impressionnante. Et en fait, tu comprends tout. Et là, il a des idées de mise en scène à chaque plan. Et en fait, tu dis, bah oui, ce mec est un génie. Et s'il avait vraiment envie, et en fait, il pourrait. Donc, moi, ça m'intéresse de dire où est-ce qu'il en est dans sa carrière après avoir effectivement pondu ce qui a été vu, lui a dû produire quelque chose de très net avec Hérédité, avec Midsommar, et ça a été vu comme des chefs-d'œuvre et des trucs assez incontestables, assez intouchables. Où est-ce qu'il en est de son processus créatif? Je trouve ça assez passionnant et donc j'ai pas du tout divorcé. J'ai envie de voir ce qu'il va continuer à faire et à produire parce que j'ai été épuisé par le film. Vraiment, c'est un film qui est essorant, mais qui par contre est hyper fécond. Il s'y passe énormément de choses, il s'y renverse un certain nombre de tonalités. Le film est insaisissable, donc en fait je trouve que c'est génial à observer pour ça. C'est un objet un peu à part. Après, c'est extrêmement ardu en effet et c'est pénible par moments, mais je pense que il est dans un processus de gestation que je trouve fascinant. Mais tu vois, parce que je suis d'accord, c'est un film personnage, mais Boys of Fred aussi l'était, et je trouve qu'il réussit beaucoup plus à mettre en scène l'environnement pour illustrer la psyché justement du personnage de Beau dans Boys of Fred et me la transmettre et de me faire ressentir la crise de panique. Là, ok, c'est peut-être le bordel dans sa tête, j'en sais rien, mais j'ai vraiment du mal du coup à capter un peu la psyché de ce gars et à me placer émotionnellement par rapport à ça. Parce qu'il est pas seul. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec ça, et c'est la partie que je trouve la plus intéressante dans le film aussi, quand le monde autour de lui le reflète. Mais en fait, le film nous montre qu'il est pas seul et que en fait tout le monde autour de lui est complètement zinzin. Alors peut-être c'est sa perception, mais en tout cas le film dans ses choix de mise en scène, moi, ne me fait pas comprendre ça. Il me fait plutôt parfois même circuler la caméra et voir changer complètement de point de vue parce qu'on n'est pas tout le temps de son point de vue. Et donc à partir du moment où il rompt ce pacte-là avec le spectateur, on va filmer autre chose, et à partir de ce moment-là, je ne suis plus dans son point de vue, mais la tonalité reste la même et les gens sont tout aussi zinzin. Oui, mais en fait, alors je me suis peut-être bien exprimé, mais je pense que c'est pas un film qui effectivement est dans sa tête, c'est un film qui vraiment le met au centre et c'est lui qui détermine la course de l'histoire et de la narration. Donc en fait, comme lui est fêlé, il se passe quelque chose d'intéressant dans la structure du film. Et effectivement, à l'inverse de Boys of Fred, c'est pas un film mental, c'est pas un film cerveau. C'est un film qui, effectivement, étudie les interactions entre un personnage central qui décide du cours de l'histoire dans une arène qui est de fait moins décrite que sa propre course à lui. Mais
c'est un film qui est plus classique que Boys Afraid dans ce sens-là. Donc c'est peut-être ça là-dessus qu'on n'est pas Moi, d'accord. le truc, c'est que j'ai hyper envie de voir le film dont tu parles, mais j'ai l'impression que ça démarre en fait là-dessus, on va dire les peut-être 20 premières minutes, et qu'ensuite la bascule fait qu'on repart là-dedans, mais qu'au milieu, tu as quand même un espèce de millefeuille où ça tire dans tous les sens, je sais plus où on est, et ce qui fait qu'au moment où on arrive à la bascule et où il commence à avoir Elle arrive vachement tôt, la bascule. Elle arrive au bout d'une heure de film. Moi, il y a des moments où je ne comprenais même plus qui était derrière. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où j'étais paumée, dans le sens où je comprenais plus ce qui se passait narrativement. Ça, et je pense pas que c'est pas volontaire. Bah alors ça on en a parlé et je pense qu'effectivement il a ce truc où aussi dans les discours, il y en a plein du film. Il y a aussi cette notion de, je pense que essayer d'attraper le film par la cohérence de son scénario, c'est l'attraper dans le mauvais sens. Je suis d'accord. Donc à partir de là, on peut rager en disant bah oui, mais du coup à ce compte-là, il y a pas de règles et c'est nul. Mais en fait, juste factuellement, le film veut pas dire ça. Donc il assume, je pense, totalement d'être bordélique et de raconter n'importe quoi. C'est-à-dire que ça se termine quand même. Je défleure juste ça. Ça se termine quand même avec une sorte de brigade antiraciste qui vient éclater des personnages dans la ville. On sait pas qui ils sont, on sait pas où ils vont. Enfin, ça n'a aucun sens. On suppose quand même qu'ils sont suprémacistes blancs et qu'ils font des faux attentats pour les mettre sur le compte des antiracistes. Bah, vous n'avez pas compris la même chose. Non, voilà, je pense que ça conclut. Mais voilà, moi j'ai compris comme Yuri. Moi j'ai compris l'inverse. Donc du coup, effectivement. Oui, mais alors du coup, ils sont blancs dans des jets privés, dit Yuri, pas dans le micro. On va peut-être pas se oui, là voilà, c'est quand même, c'est déjà en dire énormément. Mais voilà, il y a plein de choses. Donc en fait, le film va dans tous les sens. Et je pense qu'effectivement, encore une fois, l'analyser en fonction de son scénario, c'est pas le vivre l'expérience comme il faut la vivre, quoi. Après, encore une fois, on peut ne pas avoir apprécié le truc et je comprends parfaitement. Mais le problème, c'est que moi, je trouve qu'il y a justement, contrairement à Boys Afraid, énormément de moments où en fait, il pose sa caméra et l'objectif, c'est d'écouter ses dialogues qui sont par moments très bien écrits, hein, mais je trouve qu'il a vraiment une intention. Mais ça attire. Bien sûr, mais qu'est-ce que ça provoque chez le spectateur si ce n'est de l'ennui? Et moi personnellement, je suis contre ressentir l'ennui au cinéma. Tu vois, genre, c'est le point. C'est ce que je suis en train de te dire. Je vais pas reciter Deleuze, mais encore une fois, bah non. Il y a pas une ligne de dialogue qui amène une autre ligne de dialogue de manière linéaire. Il y a pas un plan qui amène un autre plan de manière linéaire dans une sorte de moteur cohérent. En fait, le film il patine, il s'étire. Il y a des séquences qui sont beaucoup trop courtes, il y a des séquences qui sont beaucoup trop longues. Parfois c'est épileptique et puis d'un coup tu te fais chier pendant 20 minutes, il te parle d'un truc. Ça n'a aucun sens. Donc oui, il y a quelque chose de grinçant et pour ça c'est un cinéaste qui est excessivement moderne dans le sens historique du terme, c'est-à-dire que oui, il est dans dans les années 60, il faisait déjà ça quand même. Je veux dire, Deleuze, ça date d'il y a longtemps. Je dis pas que c'est le premier à le faire. À ce compte-là, Rossellini faisait aussi. Ah oui, quand même. Je dis au sens vraiment ça, du coup séculaire du terme. Mais c'est juste que c'est pas quelqu'un de conservateur, c'est ça que je voulais dire. Mais du coup, moi je trouve que c'est fascinant, c'est-à-dire qu'il est en train d'explorer un truc, il est en train d'inventer de la forme. Bah, je suis pas d'accord. Tu vois, moi j'ai l'impression d'avoir vu grosso modo ça chez plein d'autres cinéastes et même un petit peu déjà en germe dans son. Chez David Lynch. Bah oui, non, mais j'ai plein de cinéastes. Allez, dis Valentin. Attendez, si tu parles pas dans le micro, on t'entend pas. Dans sa série To Young par exemple, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, il y a 1000 trucs qui sont sortis avant. Enfin, Donc, Valentin hors micro disait si c'est pour l'écraser sous des références. Non mais en tout cas c'est intéressant parce que c'est un film dont on débat là, mais dont on a débattu aussi hors antenne. Je pense que c'est un film sur lequel on reviendra probablement en débat. Donc je sais pas si on le retrouvera dans les films privés à la fin, mais c'est quand même un film qui fait parler dans la compétition. Donc c'est au moins intéressant de ce point de vue-là. Et qui a tout à fait sa place dans un festival. Ah mais qui a complètement sa place dans un festival. Et qui a une sublime affiche. Disons-le, et qui d'ailleurs n'a aucun rapport avec le film là aussi. Il faut pas chercher de cohérence. Enfin, si, mais bon. Non, mais de manière très métaphorique, exactement. On bascule dans la catégorie Un certain regard, dans lequel vous avez vu 2 films aujourd'hui. Le premier, c'est The Plague de Charlie Paulinger. Yuri, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qu'on peut en dire? On va commencer par dire que c'est un film qui est produit par Joel Edgerton, l'acteur australien, qui du coup joue dans ce film un coach sportif d'une équipe de water polo. Voilà, mais on a toujours une belle ambiance sonore dans cette émission. J'aimerais le souligner. En fait, ça ne s'entend pas dans les podcasts, mais sachez qu'on est entouré de motos qui font vroom vroom. Donc, juste qu'on a l'air chelou, on met des blancs et on décrit des choses que les gens n'entendent pas. Donc, en fait, on est devenu complètement fou. On est dans un film de Harry Astor. Bref, donc The Plague de Charlie Paulinger, produit par Joel Edgerton avec Joel Edgerton et tout un tas de jeunes garçons. Donc ça raconte l'histoire d'un camp de vacances de water polo aux États-Unis. Ça se passe pendant un été. T'as plein de garçons et tu as suivi le personnage principal qui va du coup un peu découvrir ce que c'est que d'être avec plein de garçons adolescents dans un même endroit.
qui ont un petit jeu, c'est qu'ils humilient un autre petit garçon qui s'appelle Eli, qui est un peu différent, c'est pas tout à fait caractérisé, mais visiblement il est un peu autiste, enfin c'est pas vraiment expliqué, et il a une sorte de psoriasis que les jeunes garçons du groupe s'amusent à dire que c'est la peste, et donc évidemment ils le mettent à l'écart en disant il a la peste. C'est pas très sympa. C'est pas très sympa, d'autant que le film est vendu comme un film d'horreur psychologique. Il n'a rien de ces deux qualificatifs, donc ça commence à être un petit peu un problème. Au début, je me dis tiens, c'est intéressant, on y va. Le cadre est cool, ce truc de peste, il est assez violent, très très malaisant, assez hardcore. Et puis au bout d'une heure, le film dit bon, flemme. Et finalement, on va juste répéter globalement les 2-3 mêmes scènes en boucle pour finir par une scène de danse en stroboscope qui est un peu ma kryptonite pour dire qu'il n'a rien à dire. Et c'est un peu dommage, j'avoue, parce que je pense qu'il y avait moyen de faire un film à minima psychologiquement claustrophobe qui du coup il n'arrive jamais à faire. Et en fait tout son thème sur le harcèlement et également la découverte de ce que c'est que en fait, la masculinité toxique dès le plus jeune âge, il ne le traite pas non plus, et ça s'arrête quand même très très en surface à ils humilient un pauvre garçon et ça a des répercussions violentes. Merci, au revoir, c'est cool, mais c'est... Et puis Joel Edgerton produit le film, se donne le bon rôle comme d'habitude, enfin ça c'est toujours un peu le truc qui est agaçant, mais voilà, très déçu pour ma part par cette peste. Et alors si c'est ni un film d'horreur ni un film d'horreur psychologique, qu'est-ce que c'est, Valentin? C'est un teen movie? Non, mais même pas non plus. J'allais dire la même chose que Yuri, c'est-à-dire que le film rate son coup. J'espère que Libé va titrer à côté de la plaque demain. Voilà. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est con parce qu'il a un concept vraiment. Ça tire à balles réelles sur les autres médias, on sait pas pourquoi. Bah non, mais parce non, on est fan. Si on est fan d'un truc à Libé, c'est les titres. Hein. Le reste. Je pensais que tu te moquais parce que moi j'aime bien, je voulais pas le dire, du coup très bien. Pas du tout, j'adore. On aime bien les jeux de mots un peu faciles. Je suis très fier de mon truc, donc voilà. Je suis en même temps, c'est très drôle. Bravo à toi. Non, mais en fait, effectivement, il a un concept en or de. Il aurait pu aller chercher soit du côté du body horror en allant vraiment aller sur le gratte-gratte et un peu à la Ducournau, pour citer des références moins écrasantes peut-être que Cronenberg ou autre, mais soit aller vers ça, soit parce qu'ils ont quand même des grosses plaques d'eczéma, des boutons, on aurait pu aller faire quelque chose avec le corps adolescent en mutation là, et il en fait pas grand chose, et soit aller vraiment vers le truc social de qu'est-ce que c'est qu'un groupe de jeunes garçons de 12-13 ans qui sont enfermés un été, qui sont du coup dans un truc qui est déterminé comme étant une étape de formation et d'apprentissage. Enfin, il y avait une question religion sociale, comment ce groupe social d'ados fonctionne, et en fait il le traite pas non plus, donc il est complètement entre deux eaux, et du coup il raconte rien. Il y a un ventre mou qui est gigantesque pendant 1 heure de film. Sur 1h30 ça fait long quoi. Il reste plus grand chose, et voilà, en fait il reste rien, et il le conclut avec effectivement une sorte de climax pourrave qu'on a vu arriver à des kilomètres, et une danse sur stroboscope comme disait Yuri. J'allais relever la même chose, c'est-à-dire que cette dernière scène c'est un aveu d'échec total, parce qu'en fait on l'a vu 10 millions de fois et que ça ne te raconte rien du personnage, qui est du coup j'imagine en train d'essayer d'apprendre quelque chose, bon gré mal gré, de cette histoire, et en fait non, parce que t'as caractérisé personne. Je crois pas du tout à lui, je crois pas du tout au méchant, je crois pas du tout, enfin bref, c'est con comme la lune, donc du coup en fait ça n'arrive nulle part quoi. Je serais un petit peu plus gentil que toi sur les personnages, dans le sens qu'ils sont très bien incarnés par un casting très 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 adéquat. Oui, voilà. Alors effectivement, il y a un acteur notamment qui crève l'écran, qui joue le petit méchant, qui avait un super costume d'ailleurs sur scène, qui était vraiment, je me suis dit, vraiment beaucoup plus cool que moi à 12 ans. Mais par contre, en termes de mise en scène, par exemple, j'en ai pas parlé, mais d'un mot, c'est terrible, parce qu'effectivement, c'est tout le cliché, c'est que ce n'est que des affaîtries. C'est-à-dire que tout est là pour faire, tout est fait pour faire accessoire. C'est-à-dire que t'as plein de plans dans l'eau, de water polo et tout, et en fait, il en fait rien du tout. Mais l'arène du water polo d'ailleurs est inexistante, et même le côté un peu sport-études, enfin, ou je sais pas trop, mais ou même être sportif de haut niveau, enfin vouloir faire ça. Mais je pense qu'il avait envie de kiffer sur les 3 plans où il met la caméra dans l'eau en fait. Et ça n'a du coup aucun intérêt, ça ne raconte rien visuellement. En vrai, je vais pas dire grand chose parce que je suis complètement d'accord avec vous. Vous avez très bien parlé du film. Je rajouterais que la musique est insupportable. Voilà. Et écoute, très bien. Alors que la musique du Ari Aster est super. Voilà. Écoute,
On y revient. Toujours à un certain regard, vous avez vu L'Inconnu de la Grande Arche, le nouveau film de Stéphane Demoustier. T'as passé une bonne journée, Valentin. C'était une super Un journée. film autour de l'homme qui a construit la Grande Arche de la Défense. Oui, comment il s'appelle? Johann Otto von Splettenberg, un truc comme ça, Spletterberg. Oui, qui est en gros un illustre inconnu qui va décrocher au hasard Balthazar, comme on dit, l'appel d'offres pour le SICOM à l'époque, donc qui va devenir la Grande Arche de la Défense. C'était pas du tout prévu, et donc ce pauvre gars va se retrouver un peu emmené dans les méandres de la grande administration française, avec un Roitelet, donc un François Mitterrand de papier là, qui vient un peu décider de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas, avec quels moyens. Et puis en fait à un moment une cohabitation qui démarre, donc austérité budgétaire, donc projet mis sur pause. Et le film est plutôt sympathique mais un peu chiant, un peu ennuyeux pendant 1 heure, et après prend une inflexion au moment justement de cette cohabitation et de ce changement politique. Il en prend vraiment un ton que moi j'ai détesté, c'est-à-dire sur le mode ce type est un artiste incompris, il a raison de faire chier tout le monde avec son marbre de Carrare qui coûte un bras. L'art c'est pur, il faut pas essayer de le diluer d'une quelconque manière. Et regardez tous ces administrateurs qui sont là pour compter les sous, et tous ces marchands de tapis qui sont là avec des convictions et des intentions tout à fait malhabiles et nulles, quoi. Et en fait il a une espèce de truc de on place l'art au-dessus de tout, alors qu'en fait ce personnage est totalement détestable. C'est-à-dire que quand on le replace dans le contexte, c'est juste vraiment un architecte danois qui débarque de nulle part et qui vient expliquer aux gens qu'il faut dépenser des thunes pas possibles pour monter un truc qui va concerner 3 pélos dans le 92, et alors qu'en fait le pays est en situation budgétaire compliquée. Donc en fait ce film n'a enfin, quand tu te places dans cette perspective là, je trouve que c'est un discours, mais c'est du bourgeois gaze, mais d'un point c'est du solide, quoi. C'est costaud. Et donc, pourtant tu m'as dit toi-même en sortant du film, il y avait un grand film à faire. mais oui, parce que en fait moi j'ai pas vu Le Brutaliste, mais Yuri rebondira peut-être dessus, mais il y a un super film à faire sur cet artiste qui est effectivement isolé. Il y a une question de barrière de la langue, il y a la relation avec sa femme qui est explorée, parce que sa femme c'est un peu à la fois l'entité qui le retient vers le Danemark, l'empêche de péter un câble, et en même temps c'est la personne qui le pousse à négocier son contrat hyper cher, donc il y a une ambiguïté hyper forte. Ça aurait pu être une relation hyper complexe, et il en fait pas grand chose en fait. Il s'attarde vraiment sur ce truc de regarder comment la politique ça détruit les choses, et les basses intentions et la matérialité, comment tout ça nous retient de nous élever. Et t'as un peu envie de lui dire enfin ta gueule, quoi. Enfin, en fait non, il y avait aucune raison à ce que Mitterrand décide de balancer 1,3 milliard de francs pour construire une arche en fait à la Défense. Ça n'a aucun sens, et ça n'en avait pas à l'époque. Donc malheureusement Sujet en or, film en plomb. En béton et en verre et en marbre de Carrare. Oui, voilà, j'avais demandé si tu allais nous faire une analyse croisée avec Le Brutaliste. Moi j'y ai pensé pendant tout le film, et je pense que Stéphane Demoustier a dû, je sais pas, maudire quelqu'un dans une autre vie, parce que le Brutaliste c'est le même film en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc où c'est le même procédé narratif, on raconte absolument les mêmes étapes, il y a des séquences similaires même dans les carrières de marbre en Italie. C'est genre le même truc, et c'est un peu le même délire d'artiste maudit qui doit se battre contre un donneur d'ordre qui comprend pas en fait la pureté de sa vision. Donc il y a un côté un peu comme ça qui est assez fascinant de voir qu'il y a 2 films sur des architectes qui sont sortis à 2 périodes, à une période assez resserrée, et en plus qui parle d'un style d'architecture assez similaire. C'est-à-dire que la Grande Arche de la Défense, enfin le fameux The Cube, comme ils le disent dans le film, le cube de la Défense, et lui-même une espèce d'architecture archi-brutaliste, avec un truc, une espèce de vision de ce que devrait être l'architecture. Moi je suis très déçu par rapport à Stéphane Demoustier, que j'aime bien en fait comme réalisateur. J'ai adoré Borgo l'année dernière, j'aime bien La Fille au bracelet. Enfin moi c'est un réalisateur qui m'intéresse beaucoup, et au début du film j'étais assez partant aussi, parce que je trouve que il tente, en fait, il commence son film par une incursion dans la satire, et je pensais moi que ça allait être un truc beaucoup plus, justement, parce que c'est Michel Faux qui joue Mitterrand, donc déjà bon, il y a un côté un peu second degré là-dedans, mais moi je trouve qu'il y a un côté un peu de, c'est très très drôle. il y a un peu un côté, je trouve, satirique, de dire bon bah c'est petits monsieur et Xavier Dolan qui ont fait des caisses, en bref, en costard, qui font des Xavier Dolan joue le conseiller de Mitterrand, Subilon. Il y a nos auditeurs, une auditrice en l'occurrence, qui découvre que c'était Xavier Dolan, comme quoi il est bien déguisé. et en fait, en effet, le film quitte cette veine satirique pour aller beaucoup plus vers un truc sérieux, premier degré, et qui, moi, en fait, dans le discours, se transforme dans un truc de
franchement, c'est relou quand même de faire des appels d'offres et de suivre les règles et d'avoir des lois qui nous interdisent d'utiliser certains matériaux quand on aimerait juste pouvoir faire ce qu'on veut, ce serait mieux. Et donc je suis un peu dans un truc de pas forcément, il y a peut-être des règles à respecter, il y a peut-être des raisons pour lesquelles ces règles existent, et du coup le film nous dépeint un personnage extrêmement antipathique qui fait des choix assez discutables. J'adore la tournure que prend ce débat. Et je trouve qu'en fait, mais parce que pour moi, le film ne sait pas ce qu'il veut faire. Il y a un problème de ton entre le côté biopic, film sur l'art et tout, et le côté satire politique et sociale sur le monde. Mais en plus, toi, t'étais déjà assez critique sur Brutalist. Hein. Oui, oui, voilà, mais parce que le Brutalist, il a pas du tout cet aspect, on va dire, gratte-papier. Là, j'aurais adoré voir en fait un livre d'Aurélien Bélanger, hein, pour être, pour être snob comme quand Valentin cite Deleuze, de lire un truc vraiment sur les infrastructures, vraiment l'histoire des petits énarques, des petits gratte-papier qui ont des idéologies, qui vont essayer de mettre leurs petits égos pour que en fait cette grande œuvre ait lieu, mais qu'en même temps on va pas payer pour, en même temps on va payer pour, et en même temps en fait tout ça va se faire avec un partenariat public-privé. Mais il fallait prendre ce truc à bras le corps et faire un vrai truc sur l'administration française, et là on rigole. Et en fait, le film va pas là-dedans. Il s'arrête un peu, genre, oui, bon, en fait, il y a un peu des ministres qui sont vraiment pas très gentils parce qu'ils veulent économiser de l'argent. Et de l'autre côté, il y a un grand artiste avec son grand œuvre qu'on a un peu gâché. Juste, je vais mentionner le fait que l'acteur principal, c'est Claes Bang, qu'on avait vu dans The Square il y a 10 ans, et qui était déjà un immonde connard dans ce film, et qui là est en fait... Et qui était un artiste... Oui, déjà. Oui. Déjà un artiste un peu incompris. Exactement, il défend déjà des positions très contestables. C'est de l'art moderne. Et là, vraiment, il l'a repris, je pense, un peu pour faire la même chose. Donc il y a quand même cette volonté de caractériser ce personnage de manière un peu négative. Et je te rejoins, Yuri, sur le fait que du coup, c'est un peu étrange de vouloir le faire comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont une vision très négative du mec qui met au milieu, et en même temps, le discours qu'il porte est très en phase avec ce personnage. Donc c'est bizarre. Donc ça, oui, il y a quelque chose d'un peu contradictoire dans la base du projet même. J'aimerais du coup noter qu'une de nos autres auditrices a aimé le film à table et que du coup on est en train de le tracher, mais comme quoi il faut des avis différents autour de cette table. Elle pourra nous écrire sur le compte de la Perche. Écrivez-nous sur le compte de la Perche. Écrivez-nous sur le compte de la Perche, tu as raison, merci de le rappeler. À la quinzaine des cinéastes, Imen, justement, tu es arrivé, c'est le premier film que tu as vu. Tu nous disais un peu en intro que c'était pas un bon début de festival pour toi. On est un peu mauvais aujourd'hui. Que ma volonté soit faite de Julia Kowalski. Ça t'a pas plu non plus, mais déjà qu'est-ce que ça raconte peut-être? C'est l'histoire d'une jeune femme qui cache un monstrueux secret. On est... Non, ça va. Valentin est heureux de ne pas avoir pitché ce film parce que... Non, mais grosso modo, il se passe rien, il n'y a pas d'histoire. Enfin, en fait, non, mais si on est tout à fait honnête. C'est l'adaptation. Oui. Ok, il y a... En fait, c'est sur une fille qui travaille dans une ferme, qui veut être vétérinaire, mais ça, on nous le dit minute 5 et après, on n'y revient plus jamais. Alors que le film dure 2 heures. Hein. Et puis ensuite, on comprend que sa mère avait un peu signé un pacte avec le diable et donc qu'elle est un peu héritière de ça. Parce que c'est des choses qu'on fait de temps en temps, voilà. En famille, quoi. Exactement, et donc c'est beaucoup de sacrifices d'animaux, de alors sang, qu'elle veut être véto. Exactement. Oh. Voilà, comment dire, moi j'avais vu le moyen-métrage de cette réalisatrice qui était à Clermont-Ferrand que Félix n'a pas forcément aimé, mais que moi j'avais quand même beaucoup apprécié parce qu'il y avait un truc dans l'histoire et qui m'avait intéressée en fait. Et il y avait déjà toute cette ambiance hyper lourde autour de la foi, autour de l'exorcisme, que j'avais trouvé vraiment bien foutu. Là, honnêtement, il se passe pas grand chose, c'est extrêmement long et c'est même gênant par moments. Il y a un parti pris qui est que c'est à la fois en polonais et à la fois en français, donc c'est une famille de personnes polonaises avec d'autres personnes qui vivent en France, et en fait il y a un décalage aussi de jeu qui est affolant parce que je pense que c'est extrêmement mal dialogué, et donc quand c'est en polonais on s'en rend pas compte, mais quand c'est en français c'est ghetto, mais vraiment c'est rudos. Ou alors c'est potentiellement des très mauvaises traductions. Ouais, aussi. peut-être aussi, parce mais que en fait, si la réalisatrice parle, elle est française, la réalisatrice est française. Oui, tout à fait. Ah oui, donc non, c'est un problème de dialogue. C'est une prod française, la réal est française. Il y a Roxane Mesquida dedans, mais j'ai essayé de la sauver à tort. Hein. On se dit juste qu'en fait, dans le dialogage, il y a vraiment un truc de, on dirait la première lecture. Ouais. Tu vois, quand il parle, c'est vraiment, on a l'impression qu'il découvre le texte en français. C'est peut-être un parti pris artistique. Pourquoi tu critiques encore un parti pris artistique, toi, avec tes... On l'a pas compris. Bref, autant vous dire que beaucoup de gens ont quitté la salle parce que du coup il y a un peu des envies de gore aussi, mais que j'ai trouvé complètement cliché en fait et hyper attendu. Et donc ce qui fait que pour moi le film
tombe complètement à plat et qu'on en sort en ayant un peu l'impression d'être pris en otage parce que juste à nouveau il n'y a pas de fond. En fait moi je sais pas ce qu'on m'a raconté. Du coup la seule chose que je sauverais c'est que voilà, l'actrice principale est quand même très bien, a quelque chose d'assez magnétique donc qui fait qu'on a envie de la suivre. Mais moi j'ai l'impression en fait que la fille la réal c'est un peu fait un kiff de réalisation où du coup j'ai l'impression qu'elle a plutôt projeté des plans et qu'elle s'est dit que ça allait bien rendre et qu'après elle s'est dit quelle histoire je vais raconter pour pouvoir projeter ces plans-là en termes d'image. Et sauf qu'en fait, il y a un truc où du coup rien n'est organique et on a l'impression que c'est juste une suite de choses comme ça qui n'ont pas de sens et tout un propos qui est assez vaporeux sur justement le patriarcat, la violence d'être une femme. Il y a une scène de viol assez graphique. Enfin, c'est très... hyper graphique en fait tout le temps mais pas du tout profond, pas du tout incarné. Donc globalement moi j'avoue que c'était ennuyeux et je me suis dit est-ce que je vais pouvoir partir d'ici pour aller voir le Kristen Stewart et bah non. Donc c'était juste un peu rude la prise d'otage était totale. Exactement. Bon Valentin, est-ce que Imen t'a porté malheur? Tu passais un bon début de festival jusqu'ici. Non mais comme vous vous êtes rendu compte, si c'était pas elle qui a apporté la pluie sur le festival, il y avait déjà des trucs qui pêchaient avant. T'as eu envie de quitter la salle toi aussi? Oui par principe je fais pas trop mais oui j'aurais pu oui. Non mais en fait Iman en a très bien parlé, je vais pas en parler pendant des plombs. Effectivement c'est un peu loupé de bout en bout malheureusement. En fait moi j'étais très partant quand même pour cette histoire, le casting est super et je pense qu'elle a projeté aussi des gueules dans ce film, c'est-à-dire que t'as Roxane Mesquida qui quand même est typée pour un certain type de rôle qu'elle incarne de manière totalement caricaturale et ça n'a aucun sens, c'est une espèce de femme fatale qui va être du coup évidemment traînée dans la boue. Il y a Jean-Baptiste Durand qui du coup lui aussi a quand même une tronche particulière et donc du coup il est là pour faire ce qu'il fait. Enfin, je pense qu'elle avait projeté plein de trucs. Il n'y en a aucun qui marche en fait en définitive parce qu'elle n'a pas d'histoire à raconter. Cette histoire de gore, de pacte avec le diable, ça marche quand même très bof, à part peut-être la toute fin où il y a une séquence qui marche à peu près, mais en fait globalement en fait on comprend pas trop ce que ça implique pour elle. C'est très et puis le film est fauché aussi, c'est un peu ça qui joue. Je pense que malheureusement toutes les parties où elle est censée être possédée, c'est juste l'actrice qui fait ce qu'elle peut et qui vraiment, c'est pas le pire truc du film. Franchement elle se débrouille plutôt bien, mais en fait il n'y a pas de budget pour faire quoi que ce soit, donc à partir de là c'est quand même compliqué. Et puis il y a quand même, le film te promet quand même un éveil au désir, c'est à dire que c'est censé être l'histoire d'une femme d'un certain âge qui revient dans son village et qui croise une jeune fille qui est possédée par le diable et qui du coup va se retrouver mise face à sa contradiction de je suis une jeune fille opprimée par mon cadre familial masculin et par ma religion, et en fait je suis extrêmement attiré par cette femme qui est magnétique, et en fait je ne sens pas du tout ça dans le film à aucun moment, et même de manière très étrange c'est même pas écrit comme ça, c'est à dire qu'il n'y a même pas de scène où elles se rapprochent, il n'y a même pas de scène où elles échangent. En fait elle crée pas les conditions pour que cette relation existe, donc en fait c'est un non-sujet. Alors est-ce qu'on me l'a mal pitché, je sais pas, mais je l'ai quand même vu passer plusieurs fois avant de voir le film, donc bon voilà, du coup le film en fait parle de vraiment pas grand chose en définitive si on y réfléchit. Et puis c'est affreusement exécuté en termes de jeu et d'écriture, donc ça craint. J'aimerais juste noter que hier on a globalement parlé de 4 films qu'on a beaucoup aimés. Oui. Et là, juste, c'était. Mais je crois qu'on s'est un peu dit d'ailleurs hier que ça commençait bien, c'est la malédiction. Le jour d'après, il est forcément moins bon. Ouais. Mais je crois qu'on va terminer quand même avec une note un peu plus positive à la semaine de la critique, la séance spéciale Baise en ville de Martin Jova. Oui, nous dit-on hors champ. Félix, alors peut-être un pitch pour commencer. Oui, non, je vais le pitcher, mais c'est vrai que c'est fou parce que j'ai quand même vu un film d'horreur psychologique, Le Dernier Ariastor, et le film que j'ai bien aimé aujourd'hui c'est Baise en ville de Martin Jova. Oui, en fait t'as vu le film de un de tes réalisateurs préférés. Et encore j'ai vu ce film parce que je me suis fait recaler de L'Homme de la Grande Arche. Bref voilà, donc comme quoi le monde est... Ah bon ? L'inconnu, pardon, excuse-moi. Comme quoi le monde est bien fait. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire du coup de Martin Jova qui joue le personnage principal. J'avais d'ailleurs très peur parce que moi j'ai pas vu Grand Paris, mais j'ai vu ses courts-métrages et bon, le jeu d'acteur en plus quand tu te diriges c'est pas forcément ça, et en fait je le trouve très convaincant, qui se fait un peu castré par sa mère, et en fait elle décide de lui prendre son bouchon de bain parce qu'il adore prendre des bains, et elle lui dit non, tu arrêtes de prendre des bains et tu reprendras des bains quand tu seras un adulte vraiment accompli et que tu auras un travail. Sauf que pour avoir un travail, il faut avoir le permis, et il n'a pas le permis, et pour passer le permis, il faut avoir de l'argent, donc avoir un travail. Et de là, il va tisser évidemment une histoire un peu absurde, où il va falloir qu'il trouve un travail, et
voilà, il va en trouver un qui lui demande de bouger un peu à droite à gauche, donc il va y avoir beaucoup d'errances nocturnes à travers justement des transports. Tu peux dire peut-être que c'est quand même ce job qu'il trouve. Oui, alors bon, c'est spoiler une petite blague du film, mais non, mais si, en gros, il travaille dans une espèce d'entreprise qu'un mec a fondée, et l'entreprise est spécialisée dans le nettoyage d'appartements pour les fins de soirée. C'est-à-dire que vous faites une soirée, vous n'avez pas envie de ranger à 2h, 3h du matin, et ben vous appelez quelqu'un qui vient ranger pour vous. Voilà. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée, ouais, effectivement. Et ouais, effectivement, c'est très sympa, c'est un petit film, sans prétention, mais je trouve que... Pardon, mais avant de faire ta critique, tu as quand même oublié un élément sur lequel tu vas forcément revenir, c'est qu'il finit par passer des cours de conduite avec une professeure de conduite qui est interprétée par Emmanuel Berco. Tout à fait, j'allais y venir, mais oui, tout à fait. Donc voilà, c'est un petit film, mais en même temps, je trouve qu'il y a vraiment plein de bonnes idées, qu'il a un vrai sens du timing comique, une vraie écriture de dialogue, et il arrive à croquer des personnages qui sont toujours hyper rigolos sur la page, mais aussi il arrive à trouver des acteurs pour les incarner, dont effectivement Emmanuel Berco, qui est extraordinaire, je trouve, là-dedans, qui rejoint un peu son style, enfin son personnage vite fait qu'elle avait dans l'Esprit Coubertin. C'est un peu le même délire d'une femme qui a un très fort caractère, qui est un peu destroy et qui du coup va s'immiscer progressivement dans la vie justement de Martin Jova, et j'ai trouvé vraiment ça très sympathique. Je pense qu'en plus c'est un humour qui parle à la fois aux jeunes générations et en même temps je pense aux parents, donc ça c'est assez chouette de faire des films, je trouve, des comédies intergénérationnelles sans forcément être ringard. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez moderne et juste dans sa manière de venir représenter justement les banlieues et tous ces trajets en fait quelque part qu'on fait en transilien qui concerne du coup le Grand Paris. On sent que c'est un peu son arène et son terrain de jeu. C'est inspiré d'ailleurs d'un... Il vient de Chelles. Il vient de Chelles et d'ailleurs ça se passe à Chelles en fait tout simplement. Donc on sent qu'il écrit vraiment sur quelque chose qu'il connaît et que c'est des observations qu'il a dû se faire lui dans sa vie. Mais en même temps c'est pas non plus un film, tu vois, nombriliste ou égocentré, parce qu'en plus comme il joue le rôle principal on pourrait vite avoir peur de ça. Et en fait le film passe vraiment son temps à ridiculiser le personnage principal, donc je trouve qu'il y a une vraie forme d'autodérision là-dessus qui est vraiment très rafraîchissante. Donc non, moi je vous encourage vraiment à aller le voir quand ça sort, parce que c'est 1h30 de petits plaisirs un peu bonbons acidulés. Après il a un style, je trouve, qui est assez marqué avec ses couleurs assez pastel machin. Je sais pas à quel point ce style-là va pas me gonfler dans 3-4 films, donc je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'il évolue et qu'il prenne peut-être plus d'ampleur dans sa mise en scène, j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant je trouve que c'est rafraîchissant et assez convaincant. Non, je dis juste que j'avais pris une place au départ pour ce truc et finalement j'y suis pas allé, voilà, donc le destin finalement. Que des mauvais choix, Valentin, aujourd'hui. Eh bien, chais, bah écoute, ça va peut-être être le mot de la fin. J'espère que notre journée numéro 4 pour notre pastille de demain sera un peu plus positive. T'allais dire quelque chose ? Ben non, c'est à 3, non ? Ça fait que 2 jours qu'on est là. J'ai dit quoi, 4 ? Ouais. Bah non, mais en fait, moi je t'ai dit ressenti... On en a fait une toute petite dans la dernière émission. Oui, ce sera la quatrième, parce qu'on a fait, on a fait une micro-capsule le soir de notre arrivée. Oui, c'est vrai. Non, mais essayons d'être un peu précis. Moi, de toute façon, je suis là depuis 6 mois, je crois, dans ma tête. Non, mais moi, je suis là depuis 4 ans et demi. Donc, mais bon, bah, on se donne quoi ? Attention, c'est l'arc très pénible, on va se plaindre d'être fatigué alors qu'on est au Festival de Cannes. En plus, on n'est pas fatigué, il fait hyper bon. On enregistre de nouveau cette émission en t-shirt, en terrasse, en mangeant Vraiment, tout le monde a du chocolat. On est vraiment très bien et on espère se baigner peut-être demain, comme c'est le week-end. Bah oui, on va pas avoir de film, mais on va raconter notre baignade. Allez. Bon bah voilà, revenez pour ça demain. Bonne soirée.